Trois invités avec nous chaque soir autour de la table pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Édouard Faure nous accompagne, le responsable du crédit chez Swiss Life Asset Management. Bonsoir Édouard. Bonsoir Grégoire. Et Abdoullah Sardi est parmi nous ce soir, gérant action chez Amplay Gest. Bonsoir Abdoullah. Bonsoir Grégoire. Vous êtes spécialiste des leaders digitaux, Abdoullah. Et à ce titre, je suis ravi de vous avoir autour de la table pour évoquer peut-être... ce leadership qui vacille au cœur de l'écosystème IA américain. On parle bien sûr d'OpenAI, la star incontestée avec une franchise mondiale que tout le monde connaît désormais, 3 ans après la révélation au monde du modèle ChatGPT, modèle qui est aujourd'hui détrôné. Et c'est la nouvelle des derniers jours qui fait vaciller un peu peut-être quelques convictions que le marché pouvait avoir sur ce leadership d'OpenAI, puisque Gemini 3 Pro, modèle développé par Alphabet Google, une entreprise qui ne vient pas de nulle part en matière d'intelligence artificielle, visiblement explose tous les compteurs de qualité, si je puis dire, face notamment au modèle d'OpenAI ChatGPT 5. Quelque chose aujourd'hui, 5.1 aujourd'hui, Abdoullah. La petite nouveauté, c'est que effectivement Gemini est bien meilleur que ChatGPT sur les derniers classements, et cerise sur le gâteau, Gemini n'a pas été entraîné par des GPU de Nvidia, mais par des TPU qui sont des puces designées par Alphabet Google depuis une dizaine d'années maintenant. Exactement. Le news flow sur la sphère IA a été très riche depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, et ça ne cesse d'accélérer ces dernières semaines. On a eu un premier saut de mouton, c'est Gemini qui arrive de loin. Vous l'avez dit, Alphabet qui est derrière. Donc la question qu'on peut aussi se poser, c'est comment ça se fait qu'Alphabet était aussi en retard. Donc peut-être que c'est tout à fait normal qu'ils rattrapent ce retard-là. Donc peut-être que l'anomalie, c'est le fait qu'ils soient en retard au départ. Mais on a eu un saut de mouton assez important où au niveau de ce qu'on appelle l'ELO, une sorte de classement des IA, on voit qu'ils ont vraiment une avance assez marquée par rapport à OpenAI. Et ce qui est un peu remis en question l'hégémonie d'OpenAI et indirectement donc la croissance, les financements et tout l'écosystème d'infrastructures derrière. Donc il y a eu le marché, on va dire, il y a eu un certain chamboulement ou deux paniers qui ont été traités ces dernières semaines. Le panier Google, qui lui a très fortement augmenté depuis la sortie de Gemini. Donc c'est quoi le panier Google? Il y a du coup Broadcom, Micron, enfin tous les groupes qui ont participé aussi au design des puces qui ont entraîné ce modèle Gemini, par exemple. Exactement, les brokers sont très forts pour faire ça. Dès qu'il y a dès qu'il y a un news flow positif ou quelconque news flow, ils vont concocter des baskets. Le basket, on va dire Google ou Alphabet lié à Gemini, c'est Alphabet, Celestica, Broadcom, Lumentum. Donc il y a une partie liée au montage des PC, une partie liée à l'optique, une partie liée à la conception des puces, qui est Broadcom. Donc ce panier-là, lui, il a très fortement augmenté, et le panier OpenAI, lui, il y a une forme V si on regarde la performance de ces deux paniers-là. Donc le panier OpenAI, c'est quoi? C'est Nvidia, Oracle, AMD. Et j'en oublie un. Mais j'ai pas regardé les paniers, mais sur un mois, en tout cas, si on prend juste Alphabet Google, c'est plus 20%. Exactement. Si on regarde Nvidia dans l'écosystème OpenAI, c'est moins 10%. C'est bien ça. Et donc le marché, ce qu'il nous dit indirectement, c'est qu'il va y avoir de gros perdants si jamais OpenAI n'arrive pas à garder son leadership. Et de ce que dit le marché, en tout cas c'est la lecture au vu de la performance, c'est que Nvidia, AMD vont être les perdants et que Broadcom va être le gagnant. Parce que ce que vous venez de dire, le Gemini a été entraîné sur un TPU qui est une puce qui a été faite par Alphabet. Et donc le marché, en fait, il se réveille aujourd'hui, il se dit effectivement, potentiellement, Nvidia n'est pas le seul player et on peut avoir un modèle frontier leader conçu avec une puce en interne. C'est le premier use case, le premier concept. Et donc, là où le marché avait intégré potentiellement, pour ceux qui ne suivent pas de très près cet écosystème-là, là où le marché avait intégré des parts de marché d'NVIDIA autour de 80-85% in fine, ce n'est pas du tout le cas. Le marché actualisait des parts de marché de 80-90% de NVIDIA jusqu'à la fin de l'histoire. Alors, parce que dans tous les cycles technologiques, on sait qu'à un moment, les monopoles ne sont pas durables, que les marges à 70-75% sont là aussi destinées à être challengées par nature. Et donc, dans chaque cycle technologique, on s'attend à arriver à une concurrence. Quand vous dites que le marché s'est réveillé, c'est-à-dire que le marché n'attendait pas
s'attendait pas à avoir une concurrence aussi solide, aussi sérieuse, aussi crédible, aussi vite par rapport à l'avance qu'on pensait qu'OpenAI et derrière Nvidia avaient pu prendre. Alors, il faut distinguer le marché, c'est en partie la somme du consensus, donc les analystes qui font les chiffres des entreprises, le fondamental, et la perception de marché qu'a un titre. La perception de marché, on constate, du moins sur ces dernières semaines, c'est que on dirait que les gens découvrent qu'il y a de la concurrence. Alors que les vraies personnes qui suivent en détail la recherche spécialisée, avec la concurrence ça fait 4 mois, ça fait depuis le début de l'année qu'on sait que tous ces gens-là sont en train de développer leur propre puce et que ça va finir par arriver. Et on sait depuis mi-année que de toute façon, in fine, Nvidia va avoir 60% du part du gâteau et les ASIC vont avoir 40%. Donc les ASIC, c'est les nouvelles puces. Les ASIC, c'est les TPU, c'est applications spécifiques. Des puces à applications spécifiques. AS, c'est applications spécifiques. Et c'est pas juste l'alphabet Google. Anthropic, dont le dernier modèle, là aussi, visiblement détrône aussi ChatGPT. C'est ce que vous écrivez cette semaine. Donc, Anthropic va aussi développer ses propres puces ASIC, comme vous dites. Tout le monde développe sa propre puce ASIC. Pourquoi ? Parce que il est impossible de concevoir que Nvidia garde 80% de part de marché et qu'il s'accapare la plus grosse part du gâteau. Ces gens-là réfléchissent avant tout à la diversification, tout le monde. Quand on regarde, par exemple, même le CEO de Microsoft, il a fait une interview récemment où il disait « Le nerf de la guerre, c'est la diversification. On ne peut pas avoir un seul fournisseur, et donc ils auront tous des GPU Nvidia, bien sûr, ils auront tous des GPU AMD, ils auront des TPU, des ASIC qui auront conçus eux-mêmes. Diversification du risque, c'est du risk management. Exactement, c'est du risk management et de l'orchestration. Est-ce que ce qu'on voit là, enfin en tout cas ce qu'on voit depuis quelques semaines et la manière dont le marché met un prix sur cette nouvelle situation, est-ce que c'est simplement un rééquilibrage concurrentiel naturel dans un cycle de développement technologique, ou est-ce que c'est déjà quelque chose de plus profond qui met en danger potentiellement OpenAI et Nvidia, Abdullah? Moi, je dirais que c'est juste un rééquilibrage technologique et juste l'anomalie, c'était encore une fois qu'Alphabet soit en retard. Soit aussi en retard. Donc, mais ce qui est sûr et certain, c'est que on a besoin qu'OpenAI garde son leadership. Donc ça, c'est sûr et certain. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 800 millions d'utilisateurs. On sait que, bon, c'est pas fongible, c'est-à-dire Gemini, c'est quoi, 450? C'est 650, mais je pense que ça va, avec le dernier Gemini, ça va encore grimper un peu. Ils sont déjà quasiment au même niveau d'utilisateurs. Donc il faut qu'ils gardent un certain niveau de précision et d'exécution qui soit aussi bon que la concurrence pour qu'ils puissent garder leur part de marché, qu'ils puissent se financer. Donc je pense que dans 1-2 mois, peut-être un trimestre, ils vont sortir un nouveau modèle qui en théorie... le leadership. Voilà. Et ça sera à peu près comme ça jusqu'au moment où il y aura quelques gagnants qui vont s'accaparer l'essentiel du marché. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'OpenAI reste leader? Et quand je pose la question, je mets ça évidemment en parallèle des engagements monstrueux, stratosphériques, faramineux, qui ont été pris par OpenAI et qui se comptabilisent peut-être entre 1 et 2 trillions de dollars de dépenses de CAPEX sur les prochaines années. C'est exactement ça. Je dirais que on parle beaucoup de bulles d'IA, mais je dirais on en a parlé. Il y a une bulle d'information. On est tout le temps pris par le nombre d'informations, le pompe de news flow depuis 3 mois. Mais OpenAI sont venus sur le marché. Ils ont annoncé plusieurs deals au niveau des semi-conducteurs et de l'infrastructure, qui au départ ont été bien accueillis parce que c'était le leader. Ça, on voyait que le nombre d'utilisateurs, le nombre de consommation de tokens ne cessait de croître, donc il n'y avait pas de remise en question. Mais depuis le mois de septembre, il y a eu 35 gigawatts de capacité d'annoncer par OpenAI. 5 gigawatts, c'est 50 à 40 milliards de dollars de dépenses. Et donc, là où au départ ça commençait à être pricé positivement, donc la sphère infra montée, là maintenant, quand on perd un leadership, et quand on doit trouver du cash et se financer, on commence à se dire, OK, est-ce que OpenAI devient systémique? Est-ce qu'ils pourront faire leur engagement? Et du coup, on a besoin qu'ils gardent ce leadership-là et qu'ils continuent d'accélérer avec leur marché. Et donc, quand la CFO de OpenAI dit par erreur que OpenAI pourrait à un moment avoir besoin d'un backstop gouvernemental, elle a fondamentalement raison. Là, vraiment, c'est un débat qui... Je dirais que c'était... Donc, elle a vite été corrigée pour un peu... Ce qu'on lui demandait, et ses engagements, quand vous allez les tenir? Bon, le financement privé, le secteur privé va nous financer, les industriels vont nous financer, et puis, in fine, elle rajoute dans la phrase, si à un moment on a besoin, peut-être qu'il faudra apporter une garantie gouvernementale, donc rétropédalage en règle, et puis on commence à nous expliquer, de toute façon, si OpenAI tombe, il y en aura une autre qui prendra sa place, etc. Bon...
vous avez peut-être tous vécu comme moi, enfin beaucoup plus que moi encore, la faillite de Lehman Brothers dans le secteur financier. Je commence moi à faire le parallèle entre OpenAI et Lehman Brothers. Il ne faudrait pas qu'on ait un Lehman Brothers de l'IA, vu la masse des engagements qui reposent aujourd'hui sur quelques startups très valorisées. C'est sûr. Déjà, il a été vite retoqué par Sam Altman parce que voilà, c'est surtout c'est ce qu'on ne veut pas entendre aujourd'hui. Mais on peut, il y a deux lectures. Bon la lecture fondamentale réelle, c'est des entreprises aujourd'hui qui croissent l'écosystème, croient il y a une demande. Donc si quelqu'un tombe, la capacité serait en théorie reprise par quelqu'un d'autre, parce que quand on entend tous les Satya Nadella ou tous les autres CEO, ils nous disent qu'il n'y a pas de capacité. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, on peut être amené à réfléchir. L'IA, c'est pas juste les LLM, c'est pas juste l'agentique, ça sera aussi, une bonne partie sera aussi utilisée par la défense. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a un fight entre les États-Unis et la Chine, parce que celui qui aura le leadership aura forcément un leadership aussi au niveau du champ de bataille, au niveau de l'armement et de toute cette industrie-là. Et donc, si on dit que c'est le cas, le gouvernement pourrait aussi faire son travail de soutenir un peu cette industrie, en tout cas les data centers qui seront utilisés par ces derniers. Très différent de la bulle TMT. Là, il y a des puissances politiques, très fortes, des puissances géopolitiques qui sont aussi derrière ces développements technologiques et qui soutiennent ces développements technologiques. On parle bien sûr des États-Unis et de la Chine spécifiquement. C'est bull market ou bull market je la fais. Qu'elle était belle. Il faut donner un sens aux termes qu'on utilise. Et une bulle, les bulles ont été décrites par Galbraith avec précision. C'est lui qui a étudié les bulles dans l'histoire longue. Et il a défini 5 conditions pour pouvoir qualifier un mouvement de bulle. Alors, la première condition, on peut penser qu'elle est remplie à peu près, c'est une croyance dans le fait que la hausse des prix va se perpétuer. Bon, elle se discute encore un petit peu, mais on peut à la rigueur dire que ça, c'est à peu près acquis. La deuxième, c'est un accès à la liquidité aisé et abondant. Et là, je tique quand même un petit peu, parce que si on étudie les 2 précédentes vraies bulles importantes, enfin, voire celle de 2000, mais qui est plutôt sectorielle, mais les 2 gros cracks importants, c'est 1929 et 1987. En fait, les 2 ont été précédés de quelques années de baisse de taux, avec des hausses de taux au dernier moment, mais finalement pendant 6 mois, alors que l'économie ralentissait. Mais auparavant, on avait eu des baisses de taux, et donc finalement, aujourd'hui, aux États-Unis, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, c'est pas encore est-ce qu'on peut vraiment dire que l'argent est disponible de façon aisée? Bon, moi je trouve que c'est pas évident de répondre oui. Voilà, on a quand même des taux d'intérêt qui sont encore bien positifs. Le jugement critique doit être complètement suspendu. C'est-à-dire qu'en fait, si vous dites « mais attention, c'est une bulle », on doit vous mettre au banc et vous traiter de fou. Oui, bon, moi, je constate quand même que dans la presse régionale, il y a des gros titres qui parlent du crack à venir de l'intelligence artificielle. Même ça fait bien de dire que c'est une bulle. À l'inverse. Justement. Oui, je ne sais pas si c'était bien, mais en tout cas, c'est une inquiétude qui est répandue, parce que, bien entendu, on voit bien que c'est quelque chose qui change, qui est important, et en même temps, on ne sait pas très bien ce que ça va changer, à quelle vitesse, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que le jugement critique est suspendu? Je ne pense pas, pour le moment, qu'on soit à ce stade-là. Il faut un nouveau paradigme de valorisation. Dans la bulle de l'an 2000, on valorisait le nombre de clients, parce que comme toutes les boîtes étaient déficitaires et qu'on ne savait pas très bien comment faire pour leur donner un prix de bourse, on valorisait le nombre de clients. Et vous aviez des gens qui vous disaient « oui, c'est vrai, il y a des sociétés qui ont beaucoup monté, qui ne font pas de bénéfices, qui ont pas vraiment de chiffre d'affaires non plus. Mais regardez, au milieu, il y a France Télécom. France Télécom, il faut y aller, quoi. OpenAI, on valorise 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Oui, mais enfin, il y a quand même aussi Microsoft et Alphabet. C'est pas le même modèle. Bon, donc, là aussi, est-ce qu'il y a un nouveau paradigme? Non, je ne pense pas. Justement, on se demande comment ces sociétés vont faire du profit. La question est ouverte. C'est le souci du moment. C'est pas, oui, on le sait. Et la façon dont il faut les valoriser, c'est ça, parce que c'est comme ça qu'elles vont gagner de l'argent. On ne sait pas comment elles vont gagner de l'argent. C'est normal.
Google, en 2000, personne ne savait qu'ils allaient faire du cloud, personne ne savait que ça allait être les rois de la pub, qu'ils allaient détenir des données et qu'ils savent pas de certitude. Quel dentifrice on utilise et où on va partir en vacances, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qu'on va faire de cette intelligence artificielle. Donc, nouveau paradigme, je ne le vois pas non plus. Très large participation du public. Bon, c'est là que le bas blesse. Effectivement, cette condition-là, elle est sans doute remplie. L'indicateur peut-être pertinent pour le représenter, c'est que je crois que en 10 ans, je crois que c'est de 2015 à 2025, on est passé d'une représentation des 7 magnifiques. Bon, il n'y a pas que l'intelligence artificielle dedans, mais c'était 9% à peu près du S&P, et c'est 36. Oui, d'accord. Donc, effectivement, pour que les prix aient monté comme ça, il faut que les gens aient acheté. Donc, le prix est la première indication de la participation du public. Il ne faut pas l'oublier quand même, bien entendu. Mais si on le met en regard... Alors, mon métier, c'est pas de regarder les valorisations, mais quand on me parle de bulles, je regarde quand même aussi les valorisations, parce que Nvidia, c'est 25, je crois. PE Forward, 12 mois. Alors, ça a perdu 10 points de PE Forward, je parle sous le contrôle d'Abdullah, en quelques semaines, depuis novembre. On est passé de 34 à 25. Oui, mais j'ai regardé Eli Lilly. C'est pas cher. Pharmacie, c'est 50 depuis 3 ans. Nvidia, encore une fois, sous le contrôle d'Abdullah, le PE historique... moyen, c'est 35 fois peut-être les bénéfices. Le PE, il n'arrête pas de baisser depuis début 2024, en tendance, parce qu'il y a des hauts et des bas. Après chaque publication de Nvidia, le PE ne fait que baisser. Voilà, donc est-ce qu'il y a une bulle sur Nvidia? Non. Enfin, je ne peux pas dire que... Okay. Alors est-ce que c'est cher? C'est vachement relatif, mais oui, ça a beaucoup monté. Ça, je ne vais pas dire le contraire, ça serait refuser de voir. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Mais non, ça veut dire qu'on ne peut pas envisager nécessairement les mêmes conséquences, à savoir un marché déprimé pendant 10 ans avec une chute au cours des 10 ans de 70 à 80%. Parce qu'une bulle, c'est ça. D'accord. Enfin, dégonfler la bulle. Le dégonflement de la bulle, c'est ça. Donc, ce à quoi... Il y a des risques, bien entendu. Peut-être qu'après le dernier trimestre calendaire qu'on aura eu depuis la rentrée, peut-être qu'on va avoir besoin de corriger en début 2026. Et corriger, ça veut dire qu'on peut très vite, sur certaines valeurs, perdre des 20, 30, 40%. Oui, mais Nvidia peut perdre 50% tous les 3 ou 4 ans. C'est le genre de boîte qui peut... Mais c'est rien du tout. Bah oui, mais c'est rien du tout quand on a été multiplié par 5, 10. Enfin, ça dépend de quelle période on regarde, quoi. Donc, tout ça, il faut le remettre en proportion de l'histoire passée. Donc, voilà. Donc, on n'a pas les déterminants d'une bulle. On a quand même, bien sûr, un marché américain en général, soutenu par ces valeurs qui se traitent sur des PE qui sont les PE les plus hauts, qui sont les PE de 2020, à peu près. Enfin bon, donc c'est des moments où en général, il ne faut pas grand-chose pour que le marché corrige, c'est sûr. Mais on peut pas dire que c'est une bulle. Bon, parmi les nouveautés aussi peut-être à venir, Édouard, et là je me tourne vers vous, spécialiste des marchés de crédit, et c'est vrai qu'on suit les montants faramineux, là aussi levés par les hyperscalers américains. Alors ils ont tout pour pouvoir lever 25 milliards en claquant des doigts, ce que certains États n'arrivent pas à faire chaque semaine, hein, je le précise, donc c'est quand même assez monstrueux. Mais ça veut dire quand même que ce sujet IA va aussi devenir un sujet crédit à un moment, Édouard ? Ça va devenir, ça l'est déjà d'une certaine manière. Finalement, le marché du crédit était pendu aux lèvres des banquiers centraux. Il l'est encore, hein, honnêtement. On attend tous les discours et les différentes baisses, hausses, statu quo des taux. Mais on a un nouveau déterminant depuis quelques mois, c'est les résultats de ces fameuses boîtes de la tech américaine. Même nous, côté crédit, on a regardé les résultats d'Nvidia mercredi dernier pour savoir comment notre marché allait réagir. Bon, finalement, il a réagi correctement sans plus. Hein. Il n'y a pas eu d'euphorie. Il y a eu des inquiétudes avant les résultats, finalement, en se disant si Nvidia venait à décevoir sur ses résultats, on peut peut-être s'attendre à une correction de marché qui soit plus significative que les petits mouvements de volatilité qu'on avait jusqu'à présent. Donc, oui, on regarde déjà la technologie, enfin le secteur de la tech et l'intelligence artificielle. Demain, ça va devenir un sujet bien plus prégnant pour le crédit. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir financer ces capex. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est plusieurs trillions sur les prochaines années. Et ça va passer par des émissions de dette. Des émissions de dette qu'il va falloir faire absorber au marché. Le marché, effectivement, est là pour financer ce genre de boîte, mais dans quelle proportion ? Et comment arriver à financer ces montants aussi énormes ?
Ça passera probablement par des primes qui seront un peu plus alléchantes pour ces boîtes-là, pour ce secteur-là, pour pouvoir justement absorber toutes ces émissions de CAPEX. Donc oui, ça va devenir un vrai sujet. Qui dit prime alléchante veut dire que probablement les émissions qui traitent sur le marché secondaire aujourd'hui devraient corriger pour retrouver les niveaux de S'aligner sur les nouveaux rendements. Donc on peut s'attendre à de la volatilité sur cette partie-là en fonction de l'absorption, de la capacité du marché. Ça va aussi évidemment dépendre de la demande, c'est-à-dire des flux dans les différents fonds crédits et donc de la possibilité des différents investisseurs de pouvoir aller participer sur le marché primaire. Donc il y a beaucoup de corrélations qui peuvent arriver, qui font que potentiellement ça va très bien se passer, mais ça créera probablement de la volatilité, en tout cas sur ce secteur-là. Tout est toujours une question de prix, évidemment, vous le dites, Édouard, mais quand on a un peu les ordres de grandeur en tête sur les émissions et l'offre de papier de 2026, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Est-ce qu'il y aura suffisamment de demandes en face de cette nouvelle offre? Alors j'appelle ça de la dette IA, mais effectivement, la tech américaine n'était pas spécialement un énorme émetteur de dette jusqu'à présent. Là, je ne sais pas si ça va devenir des utilities à force, mais on va avoir quand même une mécanique d'endettement, de refinancement qui va être beaucoup plus importante. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde dans ce marché-là? On va en avoir. Est-ce qu'il y aura... Alors, il y aura de la place pour... tous les investisseurs pourront être servis sans aucun problème. C'est à peu près sûr. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde d'un point de vue émetteur? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, ce qu'on observe aussi sur le marché du crédit, enfin, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, c'est que maintenant, on a pour les gérants qui ont un indice de référence ou pour les ETF, il y a quand même beaucoup d'indices qui sont capés par émetteur, c'est-à-dire qu'un émetteur ne peut pas représenter plus de X% de ces indices. Comme sur les actions, on ne peut pas avoir plus de 10% exactement. Généralement ou globalement d'une position. Donc ça, j'ai envie de dire, ça va quand même créer un peu d'assainissement. On évitera d'avoir des indices avec 40% ou 50% de tech ou d'un seul émetteur à l'intérieur de ces indices-là. Ensuite, ça n'empêche pas évidemment les investisseurs de pouvoir prendre des montants qui sont beaucoup plus importants. Donc, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? On verra. C'est difficile à dire. La question, la bataille, elle va se jouer au sein de la tech, entre les grands acteurs de la tech, ou est-ce que eux seront forcément, de toute façon, trouveront forcément la demande nécessaire à des prix raisonnables pour eux en tant qu'émetteurs, j'allais dire solide financièrement, et solide est encore un euphémisme par rapport au cash flow qu'ils sont capables de générer, ou est-ce que la bataille va être justement entre ce monde de la tech et une économie plus traditionnelle qui elle aussi a besoin de se financer et de se refinancer régulièrement et qui aura peut-être moins de demandes que d'habitude, que par le passé en tout cas? Moi, je pense que les gros de la tech, les plus solides, arriveront à se financer. Ils émettront avec un spread probablement un peu plus élevé que ce qu'ils ont l'habitude d'émettre aujourd'hui. Les gens seront très heureux de pouvoir investir dans ces obligations qui rapporteront quelques points de base de plus, quelques dizaines de points de base de plus. Donc, il n'y aura pas de problème de financement. Alors, l'impact sera probablement plutôt sur d'autres sociétés qui, finalement, sont de moins bonne qualité financière, je parle, ayant des spreads à peu près équivalents, parce qu'on peut se dire qu'au début, les spreads devraient corriger que sur le secteur de la tech, et il risque d'y avoir ensuite une contagion à tout le marché. C'est un peu tout ce que le marché est en train d'essayer d'appréhender aujourd'hui. Donc au début, effectivement, je pense que les premières émissions d'autres secteurs risquent d'être un peu plus difficiles, à moins, encore une fois, d'ajuster les prix. Oui, bien sûr. C'est toujours le point clé. Hein. Ça se passe à la fin. Quand c'est pas cher, on l'achète. Hein. Oui. Est-ce que ça va changer le statut de ces hyperscalers, Abdullah? Bon, génération de cash flow monstrueuse. Ce cash flow, ces dernières années, il était destiné à quoi? Investir un peu. C'est des boîtes qui continuent d'investir toujours massivement dans l'absolu, bien sûr, mais pour elles, c'est pas des investissements qui étaient délirants ces dernières années. Là, la partie CAPEX va prendre beaucoup plus de place. Donc quoi? On va moins racheter les actions. Exactement. Et pour l'investisseur au final, est-ce qu'il s'y retrouve? Je préfère être actionnaire d'une boîte qui, oui, investit, quitte à ne pas monétiser ou rentabiliser tout de suite ses investissements, plutôt qu'être actionnaire d'une boîte qui rachète continuellement ses actions. C'est la question. En réalité, ce qui est sûr certain, c'est que là où par le passé, c'est des sociétés où, quand on compare, on parle de bulles, hein, quand on compare par rapport à la solidité financière des bilans aujourd'hui, de la rentabilité par rapport à l'époque, ça n'a rien à voir. On a des ROE qui sont 2 fois supérieurs, des bilans nettement désendettés. On parle de situation cash
net cash qui est très importante. Et donc, c'est des entreprises qui utilisent ce cash-là généralement pour racheter des actions et donc rendre à l'investisseur. Maintenant, si ces entreprises-là décident d'autofinancer, parce qu'il y a une grosse, on parle d'endettement, mais il y a aussi une grosse partie d'autofinancement, hein, et décident de réallouer ce cash-là pour investir dans un marché qu'elles jugent le marché de demain ou la rupture technologique la plus importante, moi je serais à même à me dire que c'est des boîtes qui savent ce qu'elles font, qui voient ce qui arrive. Il y a des proof of concept, donc il y a des concepts qui vont arriver, qui sont en train de tester. Il y a l'agentique, il y a physical AI, donc des trucs qui sont assez concrets. Et je pense que pour l'investisseur, ça devrait être positif. Ça veut dire qu'ils estiment que le retour sur investissement en investissant sur l'IA va être supérieur au rachat d'actions qu'ils auraient fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du calendrier de monétisation? À quels horizons de temps on imagine que les premières entreprises vont générer du bénéfice supplémentaire grâce à l'IA, et comment la valeur va se répartir entre ceux qui produisent des puces aujourd'hui, ceux qui produisent des modèles, et demain des utilisateurs finaux qui seront ou des entreprises ou des particuliers? Alors là, on rentre dans l'univers des hypothèses. Parce qu'il n'y a que des hypothèses. Je vais commencer par ce que projette de faire OpenAI. Selon OpenAI, donc aujourd'hui, il y a 5% donc sur les 800 millions d'abonnés, d'utilisateurs d'OpenAI, il y a 5% de payants. Et c'est 35 millions d'utilisateurs. À fin d'année, on aura une société qui génère à peu près 20 milliards de chiffre d'affaires en recurring revenue. Ils estiment que d'ici 2030, ils auront 2,6 milliards d'utilisateurs, dont 8% seraient payants. La règle des 5 à 10% des payants, c'est une règle qu'on voit un peu partout. Okay. Mais ils estiment générer 200 milliards de chiffre d'affaires. Le 2,6 milliards d'utilisateurs, c'est à peu près le nombre d'utilisateurs moins que le nombre d'utilisateurs que Chrome. Donc c'est une société qui sous-entend indirectement qui va remplacer... Je suis Google. Enfin, faut pas le dire comme ça parce que c'est pas encore le cas, mais en tout cas, on voit ce qu'ils sont en train de taper. Ils ont lancé un browser, un navigateur. Ouais. Ils sont en train de créer des partenariats pour intégrer des wallets avec Stripe, avec PayPal. Donc on voit qu'ils veulent être l'interface d'Internet. En tout cas, c'est la super app, quoi. Voilà. Tu ne sors pas de la super app. Ouais. C'est un WeChat Bips, mais on aura un majordome avec qui on va discuter, qui connaît notre taille, qui aura notre adresse. Il va gérer l'administratif, passer commande, tout faire pour nous. Et donc ils vont récupérer un peu des take rates un peu partout. Donc, c'est pas juste l'IA, mais c'est la partie transactionnelle qui est hyper importante. Et ça, c'est que sur la partie B2C. Ouais. Après, il y a la partie B2B où il va falloir développer l'applicatif, etc., etc. Mais pour revenir au partage de valeur, aujourd'hui, on a déjà c'est des entreprises qui génèrent une marge brute positive. Sur un token généré, il y a en moyenne entre 35 et 70% de marge brute qui est fait. Donc, c'est des sociétés, pour revenir à ce qui a été dit auparavant. Un token, c'est une requête, hein, c'est ça ? Un token, c'est un mot. Un mot, voilà, c'est le nombre de mots. Okay. Donc, le mot coûte de moins en moins cher à produire. Donc, on gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. On arrive à faire sur un mot 40% de marge brute. Au niveau de l'infrastructure pure, donc les sociétés comme Oracle et compagnie, c'est des sociétés qui seraient capables de faire à peu près 30% de marge brute sur la partie infra seul. Le fournisseur de modèles, quant à lui, en théorie, serait capable sur la partie vente des licences et AP, donc le nombre de mots, serait capable de générer 60% avant prise en compte du paiement de l'infra. Donc on a aujourd'hui un segment qui, tout le monde génère de l'EBITDA, tout le monde génère de l'excédent brut d'exploitation, mais les investissements font que la course effrénée à la part de marché fait que les résultats nets sont encore négatifs et donc ça coûte beaucoup plus que ça ne rapporte. Mais in fine, une fois que les usages seront trouvés, ça va rapporter à chacun une part non considérable, que ce soit au niveau de l'infra, au niveau des logiciels pour gérer l'orchestration des différents agents, parce qu'il faut un chef d'orchestre. C'est ce que compte faire quand on écoute Microsoft. Satya Nadella nous dit que le prochain segment de croissance d'Azure, c'est créer une IA capable d'orchestrer tous les agents qu'on aura, et on aura énormément, il faut savoir. Donc, Grégoire a posé cette question, je pense que l'agent Claude serait plus à même à... Donc, et il y aura une valeur sur ça. En plus de ça, fournir les outils des différents agents, parce qu'il faut gérer les wallets, etc. etc. Donc, c'est vraiment la naissance d'un tout nouvel écosystème où chacun aurait sa part. Je tape encore ma recherche sur Google. Alors, vous voyez, je suis dans un monde... Oui, la honte.
La honte. Non, mais c'est bien. L'autre jour, autour de la table, il y avait des gens comme moi qui continuaient de Ah, ok. rechercher sur Google. Bah oui, Abdullah, ça Ok, existe non. encore. Ok. Des gens qui tapent des mots dans Google. Si on regarde les marchés un peu plus globalement, Valérie, avec la perspective de fin d'année et puis de 2026, on se parle souvent, et ça fait un moment que vous me dites, ou qu'on le dit à l'antenne, que les marchés sont un peu boring, un peu ennuyeux. Il n'y a pas de nouvelles grandes idées. Le thème de l'IAEA capture beaucoup d'attention et de capital. En dehors de ça, oui, il y a la défense en Europe, l'Asie qui s'est un peu réveillée cette année avec la Chine et les émergents en général. Ce côté boring peut se prolonger, ou est-ce que c'est un état instable qui réserve, je ne sais pas, une sortie surprenante? Bon, pour le moment, il y a encore une fois aucun signal qu'il va se passer quelque chose de grave. Donc ça, déjà, il faut pas l'oublier. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui peut se passer, en fait? Moi, il y a un domaine dans lequel j'envisage peut-être en début d'année du mouvement, c'est sur les taux longs américains. Alors, je sais que c'est pas tellement dans l'air du temps. La vol s'est plutôt calmée sur les taux longs américains ces derniers temps, en tout cas. Oui, je pense qu'il pourrait baisser. Donc, c'est pas forcément beaucoup de volatilité. Ça peut être plutôt tendrement qui ferait ça. Je veux dire, c'est pas nécessairement... 4% n'est pas forcément un plancher infranchissable. Non, je pense que ça peut aller un petit peu plus bas. Il n'y a pas de signal. Je veux dire, sur les taux, ça fait longtemps qu'il ne se passe rien et qu'il se passe de moins en moins de choses, effectivement. Mais, si vous voulez, quand vous avez une tendance forte comme celle qu'on a eue à la hausse des taux, qui était confortée par des pontifications de courbes, et que vous avez eu plein d'opportunités pour que les taux longs poursuivent leur hausse, que la pontification soit exacerbée, parce qu'on a quand même tous les éléments fondamentaux qui permettent de s'inquiéter de l'évolution des taux, de l'inflation à nouveau, etc. Donc on a tout ce qu'il faut on aurait eu tout ce qu'il faut pour que ça se passe. Et que ça se passe toujours pas, il y a souvent un petit bug. Un truc qu'on n'a pas vu, ou mal perçu en tout cas. Oui, il y a un truc qu'il faut peut-être réévaluer, et souvent on a plutôt l'effet inverse, parce que le positionnement risque d'être un petit peu pris à contre-pied. Et finalement, moi, ce que je vois qui pourrait un petit peu surprendre, c'est qu'il y ait une baisse des taux plutôt long, c'est-à-dire un léger aplatissement de la courbe des taux, pas très important, c'est 20 bips de courbe des taux, mais elle fait plus rien, cette courbe, depuis 3 mois, ou je sais plus, enfin, ça bouge absolument plus. Et c'est positif marché-action, c'est positif risque, baisse des taux longs ou plus? Je sais rien. Ah oui, on ne sait plus. Je sais pas, parce que les marchés actions, ils ont été... il s'est rien passé en Europe depuis le mois de mai, disons. Enfin, on a eu Liberation Day, ça s'est effondré, on a rebondi, puis depuis, en gros, il ne se passe plus rien, sauf en Italie, en Espagne. Et puis, aux États-Unis, on n'a pas arrêté de monter. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on a des marchés qui sont restés dans exactement le même mouvement, les mêmes rythmes, parce que le rythme post-Liberation Day, une fois qu'on est revenu au sommet sur les marchés américains, il n'a pas changé non plus. On a continué à progresser avec la même vitesse. Ça a été très rapide, et puis après... on est passé à une vitesse plus longue. D'ailleurs, ce qui ne correspond pas non plus à une bulle, parce qu'une bulle, c'est des accélérations successives, alors que là, on a plutôt des décélérations. Une fois encore, ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser. Je précise toujours que c'est pas ce que... Mais pas baisser à la manière d'une bulle. Voilà, oui, c'est pas pareil du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a ces taux longs qui baissent, normalement, ça veut dire aussi que... et puis en plus, qui baissent plutôt aux États-Unis qu'en Europe, c'est complètement contre-intuitif. Enfin, je trouve, moi, que c'est contre-intuitif. Ça veut dire que, normalement, le dollar va plutôt baisser, comme on s'y attendait et comme il ne l'a pas fait... en deuxième partie d'année, en tout cas. Et qu'est-ce que ça peut faire sur les marchés d'actions? J'en sais rien, parce que ça va dépendre de ce qui justifie ce mouvement. Et en fait, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, parce que comme on est dans un truc sans mouvement, on ne peut pas savoir ce que les gens pensent. Et moi, mon travail, c'est de comprendre ce qu'ils pensent et en quoi ils peuvent être surpris. Mais en gros, soit je dis les gens ne pensent rien, mais c'est pas vrai, parce qu'on pense tous des choses.
Mais on pense des choses, mais on change d'avis tout le temps. Enfin, sincèrement, dans ce marché, on a envie de changer d'avis tous les 2 jours. Ou alors, c'est extrêmement bien réparti. Les avis sont extrêmement bien répartis et donc on vient les uns les autres s'équilibrer continuellement. Donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent changer d'avis à un moment donné pour qu'on arrive à déclencher le mouvement. Et le mouvement, moi, tout ce que je peux me dire, c'est que le mouvement le plus facile à déclencher, c'est une baisse des taux longs américains parce que c'est celui auquel on s'attend le moins. Ouais. Donc c'est le plus facile à déclencher. Et le marché. Et donc, je toujours vois là bien où que ça fait peut mal, avoir plutôt une conséquence sur le dollar, mais sur les actions, ça peut en avoir une, ça peut ne pas en avoir, je ne sais pas. À propos de taux, si on se place dans votre univers du crédit, Édouard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'environnement de crédit que vous projetez, l'environnement pour le crédit que vous projetez pour 2026 et quelle stratégie est-ce que vous avez envie de développer partant de là? Déjà, si on regarde cette année ce qui se passe sur le crédit, on a plutôt encore une bonne année de performance, entre 2,5% et 5% en fonction des segments qu'on regarde. Donc globalement, c'est plutôt correct après les très bonnes années qu'on a eues jusqu'à présent. On est assez d'accord sur une potentielle baisse des taux longs. Il y a quand même des pressions baissières qui peuvent arriver, qui aideront la classe d'actifs en 2026. D'ailleurs, on s'attendait quand même à ce que les taux globalement baisse si on se remémore fin 2024 sur l'année 2025. On se disait les taux devraient baisser, ça va aider la classe d'actifs. Bon, en fait, pas vraiment. Ça n'a pas vraiment été un contributeur très, très positif. Mais on a le portage qui est là, qui va rester là l'année prochaine. Et ça, c'est quand même un point extrêmement, extrêmement important pour le crédit. Sur les spreads ont plutôt eu tendance à baisser au cours de l'année. Alors, on a eu la partie volatilité au moment de Liberation Day qui a été très courte. Et ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, que les pics de volatilité depuis quelques années sont extrêmement courts. Donc, il faut pouvoir être très, très réactif dans les positionnements, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut avoir les bons instruments. Et puis, il faut de temps en temps avoir le cœur aussi bien accroché parce que voilà, c'est tellement rapide qu'il faut être capable de réagir très vite, ce qui est pas facile. Mais le fait est que on s'attend globalement, avec ces spreads relativement serrés, à des écartements, pas massifs, mais à des écartements de spreads à la fois sur la partie investment grade et sur la partie high yield. Assez logiquement, on devrait terminer dans ce scénario quand même avec des performances positives en 2026. Si on a cet écartement mesuré, le carry... Mais lié au portage, c'est plus le spread qui va... Non, voilà, la compression est finie. Alors, il y a des zones encore qui sont intéressantes. Évidemment, la partie simple B sur le yield, en fait, est moins compressée que la partie W, par exemple, donc avec plus de dispersion, donc plus d'opportunités. Il y a des points vraiment spécifiques de marché sur lesquels on peut aller chercher des opportunités intéressantes. Mais globalement, la partie spread, quand on regarde les indices, voilà, c'est pas la partie la plus sexy aujourd'hui où on devrait gagner le plus d'argent. Mais il y a des choses à faire l'année prochaine sur le crédit, clairement. Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue des défauts et des connexions qu'il peut y avoir entre le monde du privé et le monde du public, notamment avec la croissance fulgurante des marchés de dette privée, de private credit qu'on a observé ces dernières années, là où Jamie Dimon nous dit qu'il y a quelques cafards et certains d'entre eux sont sortis ces derniers temps. Et quel type de diffusion du risque on pourrait avoir entre les mondes privés et les mondes publics dans le crédit? Alors déjà, il y a une observation intéressante sur les défauts qu'on a rarement eu, c'est que les défauts aux États-Unis sont plus faibles que les défauts en Europe. Généralement, en tout cas sur la partie high yield, ça a souvent été l'inverse. Pourquoi ? Parce que le marché américain... Il y a plus de défauts d'habitude dans le high yield américain qu'en Europe. Et là, c'est pas le cas. Et là, c'est pas le cas parce que le marché américain est d'habitude a une structure qui est plus risquée, plus de simple B, plus de triple C, et donc logiquement plus de défauts qui s'en suivent. Là, c'est pas le cas. En Europe, on a eu une situation un peu particulière. On a eu des gros émetteurs quand même qui ont été en restructuration, du SFR, du Ardag, etc. Et donc du coup, on devrait avoir, je vais pas affirmer cela parce que ça serait bien trop tôt, mais on devrait avoir des défauts en baisse l'année prochaine. En Europe, on a passé les grosses restructurations qu'on avait quand même un peu vu venir depuis quelques mois en Europe. Donc on s'attend plutôt à une baisse des taux de défaut. Et aux États-Unis aussi, on s'attend à une baisse des taux de défaut. Donc globalement, un environnement plutôt porteur sur la partie taux de défaut. Alors ensuite, pour revenir à votre question entre partie dette privée et actifs liquides, quel mécanisme de diffusion, ce qu'on observe sur la dette privée, c'est une augmentation claire et nette du nombre de défauts. Ça, c'est certain. Pour l'instant, on ne voit pas de mécanisme de contagion encore sur la partie liquide. Ça reste idiosyncratique. Je dis ça, et en même temps,
on lit de plus en plus quand même de littérature sur la question parce que c'est un élément qui inquiète. Au bout d'un moment, s'il y a trop de défauts sur la partie privée, ça va impacter le système bancaire, ça va impacter la capacité des banques, la capacité des investisseurs aussi à prêter aux sociétés plus liquides et notamment les plus risquées de la partie liquide. Et donc, du coup, ça pourrait engendrer évidemment une augmentation des taux de défaut. Pris par le temps, nous arrêtons là pour ce soir. Merci à vous trois. Édouard Faure, responsable du crédit chez Swiss Life Asset Management, Abdullah Sardi, gérant action chez Amplégest, et Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day.